Bonjour à tous. Donc nous prenons maintenant ce moment un peu traditionnel qui est une grande plongée dans l'actualité réglementaire. Donc je vous conseille de prendre une grande bouffée d'oxygène parce que nous allons plonger dans beaucoup de sujets avec mes collègues Stéphane, Philippe et Laure Tertrais. Laure Tertrais que je remercie d'avoir pu remplacer Delphine au pied levé. Dans un premier temps, je vais commencer cet exercice par un exercice qui, dans l'exercice, est également un exercice traditionnel. Vous avez dans les slides qui vous ont été remis ce tableau traditionnel qui vous permet d'avoir une vue un peu générale de tous les textes européens en cours de négociation ou déjà négociés pour que vous ayez un peu le panorama complet de là où nous en sommes sur les textes importants. Alors, je ne vais pas revenir sur le détail de tous ces textes, parce que pour beaucoup d'entre eux, vous les connaissez évidemment. Et puis pour d'autres, nous allons apporter un certain nombre de détails tout à l'heure. Mais juste, ça permet de vous donner comme ça ce panorama. Nous avons évidemment dans le viseur la directive MIF, mais évidemment, vous l'avez également, cette directive, dans le viseur, on l'espère, puisque nous avons une entrée en vigueur prévue au début de l'année prochaine. Nous continuons à travailler sur des sujets de niveau 2, en particulier Product Governance, ou le sujet financement de la recherche, dont nous parlerons tout à l'heure. On parlera tout à l'heure également du règlement EMIR 2. C'est un texte qui n'est pas encore publié. Il y a eu une consultation de la Commission européenne qui donnera lieu à un projet de texte pour amender le texte EMIR 2. On ne sait pas encore exactement le calendrier, mais probablement incessamment sous peu. On parle du printemps pour avoir ce texte qui engagera une réforme d'EMIR dans un sens de plus de proportionnalité. Nous avons également un texte qui, lui, dont un projet a été publié par la Commission, qui est le texte relatif au redressement et à la résolution des contreparties centrales, donc des chambres de compensation. On est là dans le cadre du post-marché. C'est un texte qui était attendu pour finaliser la réforme générale du post-marché et la sécurisation des transactions. Nous avons donc là un texte qui va définir quels sont les outils de redressement, quels sont les outils de résolution, qu'est-ce qui se passe si une chambre de compensation est en situation difficile. Évidemment, nous continuons de travailler sur le règlement sur les fonds monétaires, le règlement que l'on appelle MMF, sur lequel nous continuons à travailler. Ce texte va apparaître dans les prochains jours, il est définitif. Nous travaillons en réalité désormais sur le niveau 2, à la fois sur les conditions dans lesquelles on va évaluer le risque du crédit pour les fonds monétaires, mais aussi un certain nombre de standards de reporting sur lesquels nous travaillons actuellement au sein de l'ESMA. Le règlement PRIPS, évidemment, est également dans notre viseur. L'entrée en vigueur est prévue en janvier 2018. Vous savez que ce texte a subi un certain nombre de péripéties auprès des institutions européennes, en particulier les textes de niveau 2, les RTS, sur lesquels il y a eu une objection. Nous avons des nouveaux RTS qui ont été publiés par la Commission en mars, qui apportent un certain nombre de réponses aux questions, en particulier que le Parlement et que la place avaient soulevées sur ce texte. Nous pensons donc que nous sommes en bonne voie pour avoir une adoption et un texte et une architecture absolument complète sur PRIPS pour pouvoir le mettre en vigueur le plus vite possible. L'idée aujourd'hui serait que les RTS puissent être définitivement adoptés rapidement pour laisser suffisamment de temps à la place pour mettre en œuvre ce texte important. Sachez qu'il est prévu dans le texte de niveau 1 une revue dès 2018 du texte PRIPS, donc on n'a pas fini d'en entendre parler. Évidemment, vous avez également le règlement UVK-UCEF qui est sur le point d'être définitivement adopté en matière de gestion.
On parlera tout à l'heure également du règlement Prospectus 3, qui lui a été également adopté en session plénière, enfin qui devrait être adopté maintenant définitivement en session plénière. Ce n'est plus qu'une affaire, qu'une formalité sur le plan de la décision politique. Là aussi, nous sommes très engagés sur les travaux de niveau 2 pour définir quels sont les standards, les formats de prospectus qui seront issus de cette réforme qui a pour objectif d'alléger un petit peu les contraintes sur les prospectus, de prévoir également un prospectus adapté pour les PME. C'est une grande orientation de ce texte Prospectus 3. Le règlement titrisation, lui aussi, est en phase finale d'adoption. Règlement titrisation qui est une pierre importante de l'agenda européen dans le cadre de l'initiative Capital Market Union qui avait été lancée il y a maintenant 2 ans et demi. Ce règlement titrisation prévoit les conditions dans lesquelles une titrisation simple, transparente et standardisée, STS, peut être lancée en Europe. Et puis nous en parlerons également tout à l'heure, la directive droit des actionnaires qui a été définitivement adoptée le 17 mars, donc c'est tout récent, et qui a pour ambition de promouvoir les droits des actionnaires et d'offrir également plus de transparence en matière d'exercice des droits de vote, en particulier par les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs. On en reparlera tout à l'heure. Donc voilà pour ce panorama un petit peu de tous les textes qui sont aujourd'hui sur notre plateau, comme on dit en mauvais français, pour en particulier travailler sur les initiatives et les textes de niveau 2. Je voudrais en quelques minutes quand même faire un retour sur 2 sujets un peu plus de fond qui nous occupent, l'union des marchés de capitaux d'une part et le Brexit d'autre part. Concernant l'union des marchés de capitaux, vous avez peut-être suivi la consultation que la Commission européenne a publiée il y a quelque temps et qui s'est achevée la semaine passée. Nous sommes à mi-chemin de cette initiative qui avait été lancée par Lord Hill lorsqu'il était commissaire européen. Et nous avons vu, dans le cadre de cette initiative visant à favoriser le financement des entreprises par le marché, un certain nombre d'initiatives, dont certaines sont en train d'aboutir et dont je vous ai parlé, la directive Prospectus, la révision de cette directive Prospectus d'une part, et le travail qui a été fait également sur la titrisation. Ce sont 2 textes qui sont en phase d'adoption finale. C'est du travail qui est plutôt le travail du passé. Sur l'avenir de cette union des marchés de capitaux, nous avons d'autres chantiers en cours. Il y a en particulier un chantier sur les barrières à la distribution transfrontière des fonds. Là aussi, la Commission européenne avait publié une consultation à laquelle beaucoup ont répondu pour essayer de lever tous les obstacles qui sont considérés comme des obstacles administratifs, financiers, techniques à la libre circulation des fonds dans l'Europe. C'est un sujet que l'on suit actuellement, qui donnera probablement lieu à une initiative législative de la Commission européenne, donc dans cette 2e phase de Capital Market Union, pour favoriser ces flux de fonds transfrontalières. Évidemment, nous sommes très attachés et nous regardons beaucoup ce texte-là pour que la gestion française puisse également bénéficier de la levée de ces barrières en Europe. Désormais, la Commission s'attache donc à savoir comment l'union des marchés de capitaux va être relancée dans cette 2e phase du mandat de la Commission européenne. Elle a annoncé un certain nombre de grands sujets dans sa consultation. Nous attendons en particulier une initiative législative de la Commission en matière de droit des faillites. L'idée est d'avoir un cadre européen, non pas d'organisation des faillites, mais de redressement, c'est-à-dire des situations visant à éviter la situation de faillite pour les entreprises, essayer d'avoir un cadre de redressement pré-faillite européen.
Il y a également une réflexion sur le droit des titres. On en parlait déjà à l'initiative de Capital Market Union il y a 2 ans et demi. Les États sont assez frileux sur le sujet, car vous savez les antagonismes entre les modèles de droit des titres continentaux et anglo-saxons. Il n'est pas impossible qu'à la faveur du Brexit, ce sujet du coup se simplifie un petit peu et que la Commission en profite pour lancer une initiative plus importante sur le sujet. Un autre thème est celui de la préparation d'un potentiel produit d'épargne retraite européen qui pourrait être un véhicule permettant aux investisseurs particuliers d'investir sur le long terme et sur les infrastructures à un niveau pan-européen. Il y a enfin un certain nombre de sujets, j'allais dire, plus politiques et peut-être plus traditionnels, un peu comme des fils rouges, le sujet des fintech, le sujet de la finance durable et puis le sujet de la convergence en matière de supervision, qui est un sujet que l'AMF a toujours porté dans les réponses qu'elle a pu apporter à la Commission européenne, la volonté d'assurer qu'au niveau européen, tous les régulateurs supervisent et interprètent les textes de façon homogène pour assurer un level playing field. Donc nous rentrons pour Capital Market Union dans cette seconde phase qui nous semble être très probablement chamboulée par le Brexit. Dans la consultation que la Commission a publiée, il n'est pas évoqué du tout le Brexit, alors même qu'elle a été publiée après le vote des Anglais. Il nous semble, nous, que l'Union des marchés de capitaux, c'est une initiative nouvelle post-Brexit et une initiative qui doit être engagée en faveur d'un développement des marchés de capitaux à 27, puisque nous devons, d'une certaine façon, compenser la perte du marché anglais. Je vous parle donc du Brexit maintenant. Évidemment, nous travaillons beaucoup à l'AMF sur ce sujet-là, qui est un sujet évidemment politique, un sujet compliqué aussi sur le plan technique. Plusieurs thématiques sont à l'étude chez nous. La première thématique est une thématique politique qui est celle de la perte d'influence potentielle de l'Union européenne dans le monde compte tenu du départ des Anglais. Nous travaillons sur ce sujet-là pour nous assurer qu'avec une Europe à 27, nous puissions maintenir dans les institutions internationales, dans les organisations internationales mondiales, au G20, au FSB, à l'OICV, une forte présence européenne. Il y a un sujet important dans ce domaine-là, au domaine vraiment de l'influence politique de l'Europe sur les sujets financiers, maintenant que les Anglais ne seront plus dans l'Union. Il y a évidemment des sujets institutionnels que nous traitons aussi, en particulier la question de l'organisation de l'ESMA. L'ESMA est évidemment cet ensemble avec les 28 régulateurs européens. L'ESMA à 27, quel va être son visage? Quel va être le nouveau rapport de force qui va s'établir entre les différents régulateurs? Et puis vous le savez, en parallèle de cette réflexion initiée ou engagée avec le Brexit, il y a de toute façon une initiative de la Commission européenne qui devrait paraître dans les prochaines semaines sur une réforme potentielle, des pistes de réforme de l'organisation des 3 ESA, ESMA, EIOPA, EBA, sur le mode de gouvernance, sur le mode de financement, sur les missions de ces autorités après donc plusieurs années de mise en œuvre, faire un petit bilan, essayer de dresser des perspectives pour l'avenir. Et dans ce paysage, je vous rappelle également que la question de la localisation de l'EBA est également une question sur la table, puisque l'EBA est à Londres et qu'il va donc falloir la relocaliser quelque part. Nous avons également un sujet sur l'organisation des marchés. Là, on rentre plus dans la technique que sur le sujet Brexit. 2 sujets qui nous intéressent sur le fonctionnement des marchés. Le premier, c'est un sujet surveillance des marchés. Il est important pour nous qu'avec les Anglais hors de l'Europe, nous puissions toujours avoir accès aux données des transactions réalisées sur les marchés anglais pour pouvoir assurer la surveillance consolidée des transactions que nous surveillons quotidiennement. Donc nous avons besoin de rétablir, de trouver un nouvel accord avec les Anglais pour nous assurer que nous puissions avoir à disposition ces données en matière de surveillance des marchés. C'est évidemment extrêmement important.
Nous avons aussi un deuxième sujet qui est celui du fonctionnement mécanique des textes. Vous savez que pour beaucoup de textes européens, il y a un certain nombre de seuils qui avaient été calculés en tenant compte du marché européen global avec les Anglais. Aujourd'hui que les Anglais ne sont plus dans le marché, ou demain ils ne seront plus dans l'Union européenne, est-ce que les seuils qui étaient fixés dans les différentes directives peuvent toujours fonctionner et sont-ils aussi mordants, comme l'on dit, que ce qui avait été prévu initialement? Là, il y a un travail technique qui est en cours. Évidemment, dans nos travaux, nous intégrons le sujet de compétitivité de la place de Paris, comment dans cette Europe à 27, la place de Paris peut tirer son épingle du jeu. Il ne vous a pas échappé qu'avec le Brexit se terminaient donc les passeports européens au profit des établissements ou des produits anglais réalisant des services sur le sol continental, mais également la perte du passeport pour les entreprises continentales réalisant des services en Union européenne. Nous travaillons naturellement sur ces sujets-là. La substitution d'un passeport à la nécessité, par exemple, transformer une succursale en filiale, par exemple, pour avoir une entité juridique localisée sur le continent pour un certain nombre d'établissements anglais. Mais la question se pose aussi, par exemple, pour les produits financiers qui sont distribués, de la question de savoir est-ce que les établissements anglais pourront toujours distribuer des produits en Europe. A priori, le passeport tombant, ils ne le pourront plus. Mais que se passe-t-il également pour les produits qui sont déjà distribués? On pense par exemple aux OPCVM anglais qui sont distribués sur le continent, qui ont été vendus sur le continent. Comment faire à partir du jour où l'Angleterre n'est plus dans l'Union européenne et où ces fonds d'investissement perdent leur nature de fonds européens bénéficiant du passeport? Nous travaillons sur les sujets pays tiers, comme Benoît l'a rappelé tout à l'heure, puisque ces régimes pays tiers existent dans à peu près 70% des directives européennes et pourraient donc voir à s'appliquer à l'Angleterre. La question est de savoir est-ce que ces régimes pays tiers ont été bien calibrés pour cette situation-là et est-ce qu'il ne faudrait pas les revoir? C'est plutôt notre sentiment, mais c'est un travail important sur lequel la Commission se penche également. Sur ces sujets pays tiers, il y a un sujet politique particulièrement sensible qui est celui du régime pays tiers dans le règlement EMIR et en particulier de la localisation des chambres de compensation, puisqu'une partie importante de la compensation en taux est faite à Londres. Et donc la question consiste à savoir est-ce qu'on peut faire bénéficier les chambres de compensation anglaises du régime pays tiers tel qu'il a été initialement prévu dans EMIR, ou est-ce qu'il faut le durcir? Et puis le dernier sujet sur lequel nous souhaitons travailler aussi, c'est les sujets de délégation ou d'outsourcing, car dans la recomposition un petit peu du paysage anglais, anglais et européen, il est possible qu'un certain nombre d'établissements anglais souhaitent créer des structures en Europe, mais qui délégueraient à leurs équipes au Royaume-Uni ou qui sous-traiteraient à leurs équipes au Royaume-Uni un certain nombre de tâches actuellement réalisées depuis l'Angleterre. La question qui se pose à nous est de savoir quelle est la substance minimum que nous devons exiger d'établissements anglais qui s'établiraient dans l'Union européenne et comment nous assurer que tous les États européens appliqueront exactement les mêmes règles en matière de substance, de telle sorte qu'il n'y ait pas ce que l'on appelle de letterbox entities, ces entités boîtes aux lettres qui pourraient se répandre sur le continent, mais qui délégueraient la quasi-totalité de leur activité au Royaume-Uni. C'est un sujet sensible sur lequel nous voulons travailler avec l'ESMA. Donc voilà, brossé très largement les sujets d'actualité européens avec les différents textes que je vous ai présentés. Et d'autre part, les grandes initiatives politiques qui sont devant nous, l'union des marchés de capitaux d'une part et le Brexit d'autre part. Nous pouvons maintenant rentrer plus dans la technique avec Stéphane. Merci Guillaume, bonjour à tous. Je vous propose de commencer par un petit flashback, si je peux dire, sur le règlement MAR, entre en application le 3 juillet 2016, et en particulier sur 3 dispositions qui nous ont paru intéressantes de partager avec vous, puisqu'elles concernent à la fois les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion de portefeuille. En l'occurrence, les sondages de marché, les recommandations d'investissement et les déclarations d'opérations suspectes. Avec cette précision que j'ai prévu des slides assez détaillés auxquels vous pourrez vous reporter pour plus de détails plus tard, et je vais donc me permettre de passer relativement vite sur un certain nombre d'entre eux pour aller droit à l'essentiel.
Sur les sondages de marché, rien de neuf, me direz-vous, puisque nous avions déjà un régime national qui était inscrit à la fois dans le règlement général de l'AMF et dans une norme AMAFI. Attention toutefois, le champ est élargi par MAR, en particulier aux émetteurs, et si les obligations sont assez proches de celles que nous connaissions, avec en particulier l'obligation de qualifier l'information, de privilégier ou non, et des obligations de record keeping, il y a par exemple quelques nouveautés comme l'obligation d'informer quand l'information n'est plus jugée privilégiée. Par ailleurs, le niveau 2 vient préciser que toutes les règles s'appliquent à l'ensemble des sondages, qu'il y ait ou non information privilégiée. Dernière nouveauté, au niveau 3 d'ailleurs, des guidelines ESMA ont été publiés à destination des personnes sondées. Un zoom aussi sur quelques questions qui sont assez subtiles liées à la définition même des sondages de marché. C'est un sujet sur lequel il n'y a pas de niveau 3 ESMA à ce jour, mais qui a donné lieu à pas mal d'échanges avec les professionnels. Tout d'abord, à partir de quand considère-t-on que le PSI agit pour le compte et au nom de l'émetteur? Première précision, on considère que le fait qu'il y ait ou non un mandat écrit n'est pas discriminant, peu importe aussi qui a initié la relation, que ce soit le PSI ou l'émetteur. De la même manière, si on considère les pitchs initiés par les établissements très en amont d'une opération, avant même qu'une décision ait été prise, on ne pourra pas considérer que le PSI agit pour le compte de l'émetteur. On ne sera donc pas dans le champ du sondage. Dernier cas de cette espèce, pendant la période d'appel d'offres, tant que l'émetteur n'a pas retenu le PSI qui participera à l'opération, on ne peut pas juridiquement considérer qu'il agit pour le compte de l'émetteur. Attention toutefois, si dans ce cadre-là, des sondages, des interrogations d'investisseurs ont lieu, il faut évidemment veiller à encadrer la transmission d'informations confidentielles, voire privilégiées. Par ailleurs, sur la notion de transaction, la définition de sondage de marché pose des questions de frontières. Dans les sondages de marché, on inclut pas seulement le primaire, mais aussi des transactions de bloc qui peuvent être réalisées sous forme d'ABB. Il ne faut pas oublier non plus les IPO d'émetteurs qui ont par ailleurs des titres de dette déjà listés. Et enfin, à l'inverse, il ne s'agit pas de couvrir dans les sondages de marché toute forme de négociation avec des échanges avec les investisseurs qui visent non pas à déterminer les conditions possibles d'une opération qui aurait vocation à s'élargir ensuite à un vaste ensemble d'investisseurs, mais qui visent simplement à conclure une transaction avec un périmètre d'investisseurs précis. Et donc le trading secondaire classique n'est pas dans le champ. Et avec la même logique, les placements privés sans book building et les EuroPP sont également hors champ. Sur les recommandations d'investissement, là aussi, quand on regarde un petit peu rapidement, on ne voit pas trop de changements. Mais attention, le champ est élargi en termes d'instruments financiers. Il y a des obligations de disclosure renforcées avec un seuil abaissé à 0,5%, une modalité de calcul qui est nouvelle. Mais surtout, le champ est élargi en termes de personnes, puisque c'est désormais toute personne qui diffuse des recommandations d'investissement, avec l'introduction de la notion d'expert, qui peut trouver à s'appliquer en particulier pour les sociétés de gestion, puisque dans le cas d'un gérant qui exprimerait publiquement ses convictions en matière d'investissement, il pourrait entrer dans le champ de la diffusion d'une recommandation d'investissement au sens de MAR, et donc avec un certain nombre de dispositions qui trouvent à s'appliquer. Dernier point qui n'est pas des moindres, le champ est élargi en termes de support, puisque le règlement MAR n'exclut pas, comme c'était le cas précédemment, les sales notes, d'une manière générale, tous les documents qui sont produits par les forces de vente. Par conséquent, ça suppose de faire un examen au cas par cas. Le champ est beaucoup plus large que le champ traditionnel des bureaux de recherche. Et donc, il y a un examen à faire pour identifier finalement
l'ensemble des idées diffusées qui pourraient être qualifiées de recommandations d'investissement, avec des problématiques techniques en plus, s'agissant plus particulièrement des produits dérivés. Donc il y a des enjeux très lourds qui n'avaient pas forcément été anticipés très en amont. Et sur ce point, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vous invite à prendre connaissance d'un Q&A de l'ESMA qui est assez détaillé, qui apporte beaucoup de précisions utiles, qui correspondent, je crois, à l'essentiel des préoccupations qui avaient été exprimées par les professionnels. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la substance qui importe, donc on ne peut pas avoir une logique de catégorisation en fonction du type de support ou du label qu'on y mettrait dessus. On ne peut pas dire les sales notes, c'est pas dedans, ou le discours de mon vendeur, c'est pas dedans. Il faut vraiment se poser la question de savoir est-ce que l'information véhiculée constitue ou non une recommandation explicite ou implicite. En revanche, une information purement factuelle ne tombera pas dans le champ, typiquement. Et pour tout ce qui concerne les recommandations macro, taux sectoriels ou matières premières, là, la question, évidemment, c'est de savoir s'il y a une recommandation, éventuellement implicite, sur un instrument financier particulier. S'il n'y en a pas, on est en dehors du champ. Et des précisions aussi sur l'identification des dérivés avec une logique de best efforts qui est acceptée avec l'usage possible de taxonomie propriétaire quand il n'y a pas d'identifiant déjà existant. Dernier point sur MAR qui mérite une petite attention, la déclaration des opérations suspectes. Là aussi, pas de très très grandes nouveautés, surtout dans la mesure où le régime français anticipait déjà certains des nouveaux apports de MAR. Typiquement, le fait de couvrir les ordres, c'était déjà dans notre régime national. Une nouveauté, c'est la tentative d'abus de marché, qui est désormais couverte. Donc globalement, pas de révolution pour les acteurs français, mais quand même un règlement qui prévoit des obligations renforcées en termes de procédure, un formulaire type pour les déclarations qu'il s'agit de respecter, et puis sur le plan pratique aussi, des obligations de conservation qui sont nouvelles, avec l'obligation de conserver pendant 5 ans à la fois les déclarations elles-mêmes, mais aussi ce qu'on appelle les near misses, c'est-à-dire les alertes qui ont paru suspectes en premier abord, mais qui, à l'issue de l'analyse, n'ont pas été transmises au régulateur. Donc tout ça doit être conservé pendant 5 ans. Vous avez ici quelques statistiques sur le nombre de déclarations que nous recevons. Donc on voit un progrès constant ces dernières années, qui est le fruit des efforts que vous avez pu consentir sur le sujet. On continue de travailler avec l'ensemble de la place pour améliorer aussi la pertinence des déclarations qui nous sont faites. Et je terminerai sur MAR en vous renvoyant aux pages de notre site internet qui sont dédiées à MAR et qui reprennent aussi les principaux sujets que je viens de couvrir ici. Voilà pour MAR. Donc, si je devais résumer, ceux d'entre vous qui connaissent la Thaïlande ont souvent entendu cette expression « same, same but different ». En général, il s'agit de contrefaçon de Rolex en plastique. Donc là, évidemment, il ne s'agit pas de dire que le règlement MAR est une contrefaçon, mais simplement d'attirer votre attention sur le fait que malgré de grosses ressemblances avec la version 1, MAR apporte quand même un certain nombre de nouveautés dont il faut tenir compte. Je passe maintenant à Émir, très rapidement, simplement pour vous rappeler les dernières étapes avec un calendrier qui, à force d'être phasé, finit par être un petit peu difficile à suivre. Donc vous avez dans les slides ce tableau qui récapitule par type d'acteur, par type de produit, l'entrée en vigueur progressive des obligations de compensation d'une part et des obligations de marge d'autre part. J'insisterai peut-être sur la catégorie 3, s'agissant des produits soumis à l'obligation de compensation, avec une entrée en vigueur qui était envisagée pour juin 2017, mais l'ESMA a proposé des amendements à la Commission visant à repousser cette entrée en vigueur. Et par ailleurs, sur les marges de variation, l'entrée en vigueur était phasée, mais avec un phasage tout de même assez agressif, disons, puisque la première phase, c'était le 4 février 2017, et la deuxième, c'était le 1er mars. Donc ça venait extrêmement vite.
Et j'y reviendrai très brièvement. Ça a donné lieu à quelques difficultés. Petit rappel sur les contrats concernés par la compensation, les principaux dérivés de taux et les dérivés, les CDS sur indice. À ce stade, il n'est pas envisagé d'étendre davantage le champ des instruments financiers couverts. Sur l'obligation de compensation, je le disais, proposition à la Commission de décaler l'entrée en vigueur pour les entités de catégorie 3, donc pour les contreparties financières de catégorie 3. Pour autant, on est conscient qu'il y a un certain nombre de difficultés, en particulier pour les sociétés de gestion, concernant l'accès à la compensation et les modalités pratiques de mise en œuvre, qu'il s'agisse de ségrégation, de modalités de transfert de collatéral, de suivi des risques. Et donc, c'est un sujet sur lequel nous sommes sensibilisés et vigilants. Sur l'obligation de marge de variation, je le disais tout à l'heure, un phasage très agressif qui a conduit à une difficulté très nette pour le 1er mars, s'agissant des contreparties de taille plus modeste ou intermédiaire. Les autorités américaines ont utilisé le principe de no action letter pour accorder, si je puis dire, un délai de grâce de 6 mois. Les autorités européennes, comme vous le savez, ne disposent pas d'un outil similaire, mais ont publié un communiqué dont l'esprit est à peu près identique. Donc ce délai de grâce, il ne s'agit évidemment pas d'un temps de pause accordé, il faut le mettre à profit pour se mettre en conformité le plus rapidement possible dans une logique de best efforts. L'objectif était simplement d'éviter une véritable disruption du marché avec une rupture d'accès pour un certain nombre de contreparties. Un petit point d'attention aussi concernant le reporting au Trade Repositories, donc qui est en vigueur depuis maintenant plusieurs années, avec la publication au mois de janvier de règlements délégués amendés, avec une entrée en application au 1er novembre de cette année et quelques modifications de format déclaratif, des nouveaux champs, des clarifications de règles qui viendront faciliter l'exploitation de ces reportings que nous utilisons déjà, ainsi que l'ESMA et les autorités macroprudentielles à des fins de supervision. Donc, ce sont des améliorations qui nous seront très utiles en termes d'exploitation, mais il faut avoir ça dans vos tablettes. Je vous renvoie également sur EMIR aux pages dédiées sur notre site internet qui sont assez complètes. Évidemment, ça ne fait pas foi sur le plan réglementaire, il se peut que tout n'y soit pas, mais on fait nous aussi nos meilleurs efforts pour essayer d'en faire des ressources utiles. Sur EMIR 2, Guillaume en a dit quelques mots. L'objectif principal, c'est d'introduire davantage de proportionnalité dans les obligations EMIR sans perdre de vue les objectifs prudentiels et systémiques. Dans ce cadre-là, on supporte un certain nombre d'allègements, d'adaptations, en particulier concernant le reporting au Trade Repositories pour les contreparties non financières, la suppression de certaines dispositions rétroactives qui présentent un intérêt sans doute assez modeste, des réflexions aussi sur le périmètre de l'obligation de compensation, avec le constat que le marché est tout de même très concentré, et donc on peut s'interroger sur l'opportunité de soumettre à cette obligation des dizaines de milliers de contreparties pour finalement, d'un point de vue systémique, faire rentrer une portion epsilonesque du risque global. Et aussi des questions sur l'articulation avec les réglementations applicables en matière de gestion d'actifs, puisque certaines difficultés, certaines contradictions potentiellement ont été mises en évidence. Bien évidemment, le contexte Brexit et les sujets de pays tiers que Guillaume évoquait à l'instant rendent le contexte un petit peu plus incertain sur certains sujets. Voilà donc pour EMIR. S'agissant de MIF 2, là, pas de difficulté à suivre le calendrier. À quelques très très rares exceptions près, c'est une approche Big Bang. Je pense que vous connaissez tous la date du 3 janvier 2018. C'est peut-être même la source pour certains de vous de cauchemar. D'après mes calculs, il nous reste 288, week-end inclus, pour se préparer collectivement à ce grand chambardement. Je rappelle dans ce slide-là les éléments de calendrier un petit peu plus détaillés. En gros, l'essentiel est maintenant disponible, tout le niveau 2. Le niveau 3 continue de s'enrichir avec en particulier les Q&A
de l'ESMA sur 5 domaines: transparence, structure de marché, reporting des transactions, matières premières et protection des investisseurs. Donc suivez bien les mises à jour régulières de ces Q&A qui visent à apporter au fil de l'eau, dès qu'on est en capacité de le faire, les réponses aux questions opérationnelles dont vous nous faites part. D'une manière générale, les services de l'AMF sont très mobilisés pour accompagner l'ensemble de la place dans la mise en œuvre de MIF 2. Vous avez dans ce slide les références d'un certain nombre de supports auxquels vous pouvez vous référer, en particulier les supports des 3 matinées de formation que nous avons consacrées à MIF 2 en mai et juin 2016 pour les sujets protection des investisseurs et l'application spécifique aux sociétés de gestion, et en janvier de cette année pour les problématiques plus spécifiquement marché. Un guide spécifique aussi pour les sociétés de gestion de portefeuille, et puis des échanges quasi permanents, à la fois avec les associations professionnelles et le cas échéant en bilatéral. On voit notre rôle vraiment comme celui d'une interface entre l'industrie et l'ESMA pour remonter à l'ESMA toutes les questions qui ont vocation à être clarifiées au niveau 3. Nous nous plaçons toujours dans une optique d'harmonisation européenne, et donc il n'est pas question pour nous d'apporter des réponses en bilatéral sans discussion dans le cadre de l'ESMA. Et enfin, les équipes de supervision sont aussi à la disposition des établissements pour toutes les questions qui seraient spécifiques et qui pourraient difficilement être traitées dans le cadre des réunions collectives avec les associations professionnelles. Là aussi, des pages dédiées à MIF 2 sur le site internet. On a un petit peu de travail encore pour les mettre totalement à niveau, mais on essaye d'en faire un outil utile pour vous, et 2 ateliers qui seront consacrés à ce sujet cet après-midi. MIF 2, c'est 2 grands axes. Impossible évidemment d'entrer dans le détail en quelques minutes. J'ai listé là les principaux sujets marché, les principaux sujets protection des investisseurs. Ce qu'il faut que vous fassiez en gros, c'est que vous les preniez un par un et que vous vous demandiez si vous êtes bien au clair sur l'impact de chacun sur votre activité. Et en cas de doute, référez-vous au support de formation Maison du Barreau. Évidemment, certaines dispositions marché ne touchent qu'un nombre relativement restreint d'intermédiaires. Mais il y a pas mal de dispositions MIF 2 finalement qui touchent une population très très large. Je vais essayer de faire un focus rapide sur quelques-unes d'entre elles. Sur les sujets structure de marché, de transparence, je voudrais simplement insister sur l'extension très très significative du périmètre des instruments financiers qui sont concernés par ces obligations de transparence, avec en particulier une extension au monde obligataire et plus largement à tout le non-equity. Pour les établissements, ce que ça signifie, je parle là des intermédiaires, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille qui ne sont pas concernées, ça veut dire une obligation de publication des transactions de gré à gré qui va être beaucoup plus large et donc va toucher une population beaucoup plus nombreuse. Sous MIF 1, je rappelle qu'on touchait juste les transactions de gré à gré sur actions. Maintenant, c'est l'obligataire, les swaps de taux. Donc, beaucoup plus d'établissements qu'aujourd'hui doivent se poser la question de la mise en œuvre, de la publication des transactions et doivent à la fois faire des développements informatiques internes et choisir le canal de publication qu'ils utiliseront, puisque cette publication doit être assurée par ce qu'on appelle un APA, Approved Publication Arrangements. Ça doit être ça. Donc ça fait partie des chantiers que vous devez avoir dans vos radars, et il y aura un focus sur ce thème-là lors de l'atelier 3 cet après-midi. Autre sujet qui touche une population très large et qui a des implications opérationnelles significatives, le reporting des transactions, avec des changements importants par rapport à MIF 1, un champ étendu en termes d'instruments financiers, un nombre de champs plus important, notamment la collecte de l'identification du client final, qui nous sera très utile à des fins de surveillance des marchés, mais qui suppose que vous mettiez à jour, que vous actualisiez des référentiels clients en utilisant des identifiants bien spécifiques. S'agissant des entreprises en particulier, ça impose que chaque entreprise dispose d'un LEI, le Legal Entity Identifier, et que vous ayez donc capacité à collecter cette information et à la véhiculer dans le reporting qui sera transmis au régulateur. En termes d'entités concernées,
Attention, maintenant le reporting s'appliquera aux entreprises d'investissement qui agissent en qualité de RTO, alors qu'elles étaient exemptées sous MiFIN, sauf dans le cas où elles transmettent à leur broker, au maillon suivant de la chaîne d'exécution, l'ensemble des informations requises pour le reporting. En sens inverse, les sociétés de gestion ne seront plus soumises à ce reporting. C'est la fin d'une spécificité française. J'insiste sur ce point, les sociétés de gestion ne sont soumises ni au reporting transaction, ni à la publication des transactions. J'ai parfois l'impression que c'est trop beau pour le croire, et donc on a encore des gens qui nous posent des questions. Donc je vous le redis, c'est pas un rêve éveillé. Les sociétés de gestion sont épargnées par ces deux dispositions. Autre nouveauté importante, plus possible de déléguer un simple mandataire, notamment au sein d'un groupe. Seul un ARM, donc nouvel animal qui doit être agréé par le régulateur pour Approved Reporting Mechanism, peut se connecter à nos systèmes pour reporter pour le compte d'une autre entreprise d'investissement. Donc là aussi, vous devez choisir entre vous connecter directement à nos systèmes et avoir recours à un ARM. Une nouveauté à saluer, c'est l'harmonisation européenne qui est vraiment totale cette fois en termes de champ, de format. Donc ça, c'est un acquis important. Sur ce thème, des guidelines ESMA ont été publiés au mois d'octobre et il y a aussi du Q&A en cours. Sur les aspects de mise en œuvre opérationnelle, vous avez un atelier cet après-midi qui est dédié. Sachez simplement qu'on a déjà engagé les phases de test techniques et que sur le second semestre, à partir du troisième trimestre 2017, on sera en capacité de vous donner accès à un environnement de test pour préparer vos propres systèmes. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler que la qualité des données est absolument critique pour nous. Donc on sera assez exigeant dans cette phase de test. On demandera notamment aux établissements qu'ils s'engagent par écrit sur la bonne fin des tests réalisés en interne, de façon à ce que les démarrages en production soient de qualité. Sur la meilleure exécution, je vais passer très vite. Pas véritablement de révolution, des exigences qui sont renforcées, mais dans la logique du guide que nous avions publié en 2014. Les deux nouveautés, c'est la publication de reporting, un rapport trimestriel pour les lieux d'exécution et un rapport annuel pour les entreprises d'investissement. Là aussi, il y a du Q&A ESMA qui a déjà été publié, qui a vocation à s'enrichir, et c'est l'objet d'un atelier spécifique cet après-midi. Sur la gouvernance produit, je pense que c'est un sujet que tout le monde maîtrise bien maintenant. Vous avez deux slides qui rappellent les grandes lignes du dispositif et les responsabilités respectives du producteur et du distributeur. Je ne les détaille pas. Le point à suivre, évidemment, c'est les guidelines ESMA qui ont été mises en consultation publique pour 3 mois. La consultation est maintenant terminée. On est en phase d'analyse des réponses. Donc la prochaine étape, c'est la publication de version finale de ces guidelines, avec des enjeux clés sur ce sujet sur lesquels les services de l'AMF sont vigilants. On veille à ce que la mise en œuvre, la déclinaison pratique de product governance ne remette pas en cause la possibilité de diversifier les portefeuilles, ne remette pas en cause le principe d'architecture ouverte, et qu'on trouve une articulation satisfaisante entre ces obligations de product governance et les différents régimes de commercialisation, avec conseil, sans conseil, voire en execution only. Et sur ce thème, vous avez un atelier qui abordera largement le sujet. J'en ai fini pour ma part sur MIF2, mais je vais passer la parole à Philippe Sourlas qui va vous en dire un petit peu plus sur MIF2 et PRIPS. Alors merci Stéphane. Donc on va rester dans le domaine de la protection des investisseurs pour effectivement évoquer d'une part le règlement PRIPS et d'autre part l'information sur les coûts et charges dans MIF2. Donc un atelier spécifique est prévu cet après-midi sur ces deux sujets, donc je vais aller très rapidement. Mais voilà, il nous semblait que compte tenu de l'importance de ces sujets, voilà, il était utile quand même de les évoquer ce matin. Donc concernant PRIPS, comme vous le savez sans doute, le règlement de niveau 1 a été adopté il y a plus de 2 ans maintenant. Et les discussions sur le texte de niveau 2 ont été particulièrement difficiles puisque pour la première fois dans l'histoire du droit financier européen, le Parlement a décidé d'objecter contre le RTS qui avait été adopté par la Commission européenne. Donc ce rejet a conduit les différentes institutions européennes
a décidé d'accorder un délai supplémentaire d'1 an pour l'entrée en application qui est désormais prévue début 2018. Et vous avez pu le voir ces tout derniers jours, la Commission européenne a adopté une deuxième version des RTS, donc le 8 mars dernier, qui fait courir un nouveau délai de 3 mois d'objection. Donc selon les informations dont nous disposons pour le moment, il semble assez peu probable que le Parlement ou le Conseil décident d'objecter une seconde fois sur ces RTS. Et donc on peut penser qu'ils entreront en application début 2018. Alors, je vais vraiment aller très vite et pas vraiment faire de rappel sur PRIPS que vous connaissez déjà. En un mot, c'est une réglementation donc, qui conduit à harmoniser la présentation des informations aux investisseurs dans un document synthétique appelé DICI pour répondre à quelques grandes questions que se posent les investisseurs avant d'investir, par exemple la question des coûts, des risques ou des performances futures. Donc je voulais plutôt mettre le focus sur les tout derniers changements qui ont été apportés dans la deuxième version des RTS parue il y a quelques jours. Donc le message essentiel est que pour l'essentiel, le texte reste inchangé et qu'un nombre de modifications très limité a été apporté. Ces modifications se sont concentrées sur les critères qui avaient été invoqués par le Parlement européen pour refuser les RTS. Donc le principal sujet qui avait concentré les discussions était la question des contrats d'assurance vie et du régime transitoire pour les fonds d'investissement. Donc dans la précédente version du RTS, seuls les fonds d'investissement bénéficiaient d'un régime transitoire, ce qui n'était pas le cas des contrats d'assurance vie. Et donc cette absence de régime transitoire pour les contrats d'assurance vie vidait en large partie de sa substance le régime transitoire des fonds, puisque un très grand nombre de fonds sont distribués via des unités de compte dans les contrats d'assurance vie. Donc la grande nouveauté de la deuxième version du RTS est l'introduction d'un régime transitoire pour les contrats d'assurance vie qui permettra de simplifier pour l'information sur les fonds, l'information à la fois au niveau de l'information sur chaque unité de compte qui pourra être délivrée à l'aide du DCOP-CVM, mais également pour l'information qui est fournie globalement au niveau du contrat et qui pourra être produite selon une méthodologie simplifiée basée sur l'indicateur de risque du DCOP-CVM pour l'information sur les risques et sur une approche simplifiée pour le calcul sur les coûts. Donc j'en viens maintenant à la partie MIF 2 de l'information sur les coûts et les charges. Donc là aussi je vais être très rapide, je vais simplement rappeler que la grande modification introduite par MIF 2 est l'introduction d'une obligation d'informer sur la globalité des frais, donc ce qui inclut à la fois les coûts sur la partie services d'investissement, mais également les coûts des produits, donc des instruments financiers. MIF 2, par ailleurs, pour ces deux catégories de coûts, introduit des définitions très extensives de ce qui constitue un coût et demande par ailleurs que cette information soit fournie avant le service d'investissement, ce qui conduit donc à devoir calculer une estimation dans une logique de devis global sur le coût estimé du service et du produit. Par ailleurs, donc, le texte précise qu'en cas de relation continue, ce qui sera le cas par exemple pour de la gestion sous mandat ou pour du conseil dans la durée, les entreprises d'investissement devront par ailleurs fournir une information a posteriori qui sera calculée sur une base personnalisée. On voit donc que c'est un texte ambitieux, donc assez novateur, qui va sans aucun doute susciter de vrais enjeux de mise en œuvre opérationnelle dans un contexte où, compte tenu des liens très étroits qui lient ce sujet avec le règlement PRIPS, les travaux de niveau 3 ont pris du retard puisque l'objection du Parlement européen sur le texte PRIPS a conduit à suspendre les travaux sur le sujet coûts et charges MIF 2. Donc nous souhaitions, en résumé, vous alerter sur ce sujet qui va soulever des enjeux particuliers en termes de mise en œuvre. Alors je vais ensuite dire quelques mots très rapides sur la séparation EI-SGP, vraiment en deux mots pour rappeler que l'esprit de cette réforme est d'éviter tout phénomène de surtransposition de nouvelles exigences MIF 2 aux sociétés de gestion. Donc, comme l'a dit Stéphane à l'instant, je vous confirme effectivement que c'est bien le cas. Donc c'est un choix qui a été fait en France, qui n'a pas forcément été fait par tous les autres pays européens et qui s'inscrit pleinement dans notre démarche de compétitivité. Donc face à ce changement qui se profile pour un certain nombre d'acteurs, les services de l'AMF sont présents pour vous accompagner. N'hésitez pas à contacter vos chargés de portefeuille pour échanger sur les choix stratégiques que vous aurez à faire dans le cadre de la scission EI-SGP. Alors je vais maintenant rendre la parole
à Guillaume. Alors moi je vais vous faire un petit zoom sur le financement de la recherche puisqu'on est toujours dans le champ de MIF. Une des réformes de MIF 2, c'est la réforme du financement de la recherche. Sur ce sujet-là, je vais être rapide et je vais rester sur ce slide de la page 54. Il y en a d'autres dans le booklet que vous pourrez regarder. Le financement de la recherche est considéré comme rentrant dans le champ des inducements et dès lors il est réglementé pour la recherche qui est utilisée pour les services MIF, c'est-à-dire essentiellement pour le service de gestion sous mandat, mais aussi peut-être pour le service de conseil en investissement. Il n'est pas applicable juridiquement à la recherche qui est utilisée pour la gestion collective. Néanmoins, le mécanisme qui doit être mis en place désormais dans les sociétés de gestion semble plus commode de l'appliquer de façon commune à la gestion sous mandat, à la gestion collective. Ce n'est pas une contrainte légale puisque nous ne faisons pas de gold plating et donc nous ne l'exigeons pas, mais ça peut être sur le plan pratique une bonne solution pour les sociétés de gestion qui s'y préparent. La grande réforme de MIF pousse à trois principes. Le premier principe, c'est que la recherche doit être financée soit par la société de gestion sur son PNL, soit par le client. Et dès lors qu'elle est financée par le client, voilà les trois principes qui doivent s'appliquer. D'abord, un principe de transparence, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un budget qui est établi préalablement avec le client. On doit obtenir l'accord du client sur ce budget, un budget de recherche qui est établi donc par la société de gestion avec accord de son client. C'est un principe de transparence extrêmement fort. Et puis, il y a des obligations de reporting en fin de période. Le deuxième principe, c'est le principe de décorrélation. Le paiement de la recherche ne doit pas être corrélé au volume de transactions réalisées auprès de tel ou tel broker fournisseur de recherche. Il doit y avoir une décorrélation totale. C'est extrêmement important, c'est le cœur même de la réforme. Pour autant, il nous semble que les conventions de commission à courtage partagé, dès lors qu'elles créent bien cette séparation, c'est-à-dire cette non-corrélation avec le volume de transactions, peuvent continuer à être utilisées pour payer les frais de recherche, c'est-à-dire pour verser les frais de recherche. Troisième principe, c'est le principe d'équité. On ne doit financer et acheter que de la recherche utile. On ne doit affecter à son client que de la recherche qui a été utile pour la gestion du portefeuille de son client. Alors évidemment, un papier de recherche peut être utile pour plusieurs clients. Plusieurs portefeuilles gérés peuvent bénéficier d'un même papier de recherche. À ce moment-là, il faudra avoir une clé de répartition entre les différents portefeuilles qui pourra tenir compte en particulier des actifs gérés dans chaque portefeuille. Il pourrait y avoir une forme de proportionnalité entre les différents portefeuilles. Donc retenez bien ces trois principes. Principe de transparence, un principe de décorrélation et un principe d'équité dans la fixation de ces règles de financement de la recherche. Ça s'applique à compter du 3 janvier 2018, comme toutes les règles MIF. Il faut que les gérants en particulier mettent en place désormais le régime, puisque c'est un vrai changement dans la façon dont la finance est payée aujourd'hui. Nous avons un dernier sujet sur lequel nous continuons à affiner un petit peu notre analyse pour pouvoir donner des éléments à la place. C'est sur la façon dont ça s'applique à la recherche crédit, à la recherche sur l'obligataire, qui est évidemment où il y a un mode de financement peut-être un petit peu particulier dans la mesure où il n'y a pas de brokerage fees comme sur la recherche equity. Nous continuons à travailler avec la place sur ce sujet-là, mais globalement retenez que les règles sur le financement de la recherche s'applique à toute forme de recherche crédit et recherche equity, sur la base de ces trois principes. Alors, nous allons maintenant passer au règlement sur les indices de référence, donc en anglais benchmark. Donc, c'est un règlement qui trouve son origine dans une succession de scandales qui ont fait la une de l'actualité financière ces dernières années, qui ont conduit donc un certain nombre d'instances internationales à publier des recommandations et les institutions européennes à adopter un règlement à l'été dernier. Donc les textes de niveau 2 ne sont pas encore adoptés, mais ils sont bien avancés puisque un avis technique a déjà été transmis à la Commission et que les projets de RTS devraient être communiqués dans les semaines prochaines.
Une des spécificités de ce règlement tient à la rapidité de son entrée en application, puisqu'il est partiellement entré en application le lendemain de sa publication au journal officiel. Donc, ceci concerne un nombre limité d'articles qui portent plus précisément sur les indices de référence d'importance critique. Donc, à ce stade, en Europe, seul l'Euribor a été désigné comme tel. Donc, c'est un règlement qui est entré rapidement en application pour un nombre limité d'acteurs et d'articles et qui rentrera plus globalement en application au 1er janvier 2018. Sachant qu'un régime transitoire est prévu jusqu'en 2020. Donc, la loi Sapin II a par ailleurs désigné l'AMF comme autorité compétente pour l'application de ce règlement en France, donc au mois de décembre dernier. Alors, en termes de périmètre, le règlement définit la notion d'indice de référence comme tout indice donc publié ou mis à disposition du public, par référence auquel soit sont déterminés le montant à verser au titre d'un instrument financier ou d'un contrat financier. Alors attention, le terme contrat financier est un faux ami en l'occurrence, puisqu'on fait référence à des contrats de prêt, soit par référence auquel un fonds va faire un certain nombre d'opérations qui peuvent être par exemple le calcul des commissions de surperformance ou la réplication en gestion passive de l'indice. Donc, le règlement définit 3 familles d'acteurs différentes. L'administrateur, qui est en quelque sorte le propriétaire de l'indice et qui est responsable de son calcul. Les contributeurs, qui vont fournir certaines informations nécessaires au calcul de l'administrateur. Et enfin, en bout de chaîne, donc les utilisateurs qui vont donc, utiliser ces indices. Alors, en fonction de la catégorie d'acteurs, le règlement introduit des obligations différentes. Les administrateurs vont être soumis à un régime d'autorisation préalable. Les administrateurs et les contributeurs vont être soumis à un certain nombre de règles de gouvernance et de contrôle interne, notamment qui sont particulièrement centrées sur la question de la gestion des conflits d'intérêts. Pour ce qui concerne l'utilisateur, sa principale responsabilité sera de s'assurer qu'il a bien le droit d'utiliser l'indice de référence en question et d'assurer une certaine information sur l'utilisation de cet indice. Donc, ces différentes obligations sont par ailleurs modulées en fonction de l'importance des indices, le règlement définissant 3 catégories d'indices différentes. Alors, pour finir par quelques points d'attention particuliers, pour souligner tout d'abord que la définition d'indice de référence fait encore l'objet de discussions sur son interprétation, à la fois sur la notion de mise à disposition du public, mais également plus largement quant à la notion d'utilisation pour les fonds d'investissement. Donc, s'il est acquis que des fonds d'investissement qui utilisent un indice de référence pour calculer des commissions de surperformance ou pour répliquer une gestion, la question se pose pour les fonds d'investissement qui se contentent de mentionner l'indice de façon indicative dans leur prospectus. Donc, il y a une zone de clarification qui est attendue sur ce point-là. Un deuxième point d'attention particulier est de souligner que certains acteurs qui étaient jusqu'à présent non régulés vont le devenir du fait de ce règlement. Donc, on peut penser qu'il y aura un enjeu particulier pour ces acteurs qui auront une marche à franchir un peu plus élevée que pour les autres acteurs qui disposent déjà d'un dispositif complet de contrôle interne. Et enfin, pour souligner que, dernier point d'attention, le règlement introduit 3 régimes différents de pays tiers et qu'en l'absence de démarche de l'administrateur de pays tiers pour rentrer dans l'une de ces 3 catégories, il ne sera plus possible d'utiliser ces indices dans l'Union européenne. Donc, il y a un point de vigilance particulier pour les utilisateurs, pour les indices de pays tiers, à s'assurer qu'ils seront bien en droit d'utiliser ces indices après l'entrée en application du texte. J'en viens maintenant à la question du règlement sur les fonds monétaires, donc en anglais Money Market Fund ou MMF. Donc là aussi, c'est un règlement qui trouve sa source dans une série d'événements qui ont marqué la crise de ces dernières années, qui a conduit la Commission européenne à proposer un premier règlement en septembre 2013. Et donc un accord politique a été trouvé donc au mois de décembre dernier. Et donc nous attendons, comme l'évoquait Guillaume, la publication de la version définitive du règlement pour les prochaines semaines. Donc à partir de la publication, ceci va enclencher un délai de 1 an et 20 jours pour l'entrée en application du texte, qui prévoit par ailleurs pour les fonds existants une période transitoire de 6 mois supplémentaires. Donc, en termes de périmètre, ce règlement introduit une définition assez générale des fonds monétaires, notamment en termes de portée géographique, puisqu'il fait référence aux fonds qui sont établis, gérés ou commercialisés dans l'Union. Donc, par exemple, on peut comprendre qu'un fonds établi dans un pays tiers, commercialisé dans un pays tiers, mais géré depuis la France, serait bien visé par ce règlement. Donc, la définition des fonds monétaires fait référence à 2 critères cumulatifs.
d'une part, la stratégie d'investissement dans des actifs de court terme, et d'autre part, un objectif de rendement qui peut être en lien avec le marché monétaire ou visé à la préservation de l'investissement. Le texte précise par ailleurs qu'il est interdit pour des fonds non agréés de laisser penser aux investisseurs qu'ils pourraient être des fonds monétaires, ce qui est susceptible de poser un certain nombre de questions pratiques, notamment en France pour l'application de cet article. On peut penser aux PEA monétaires, qui ont bien un objectif de rendement en ligne avec le marché monétaire, mais qui ont une stratégie d'investissement différente de celle prévue par le règlement, ou le cas des fonds de trésorerie, qui ont une stratégie d'investissement à un peu plus long terme que celle prévue dans le règlement. Donc, le règlement vient principalement introduire de nouvelles obligations qui s'ajouteront à celles existantes selon les cas en application des directives OPCVM ou AIFM. Une de ces nouvelles obligations est l'obligation d'autorisation préalable. Pour le flux des nouveaux produits, on pourra penser que ces autorisations seront accordées lors de la création, par exemple au moment de l'agrément. Mais il y a un véritable enjeu donc, pour le stock des produits en cours qui devront tous solliciter une demande d'autorisation spécifique. Donc, le règlement introduit plusieurs nouvelles catégories de fonds, c'est une grande nouveauté. Donc, à côté des fonds à valeur liquidative variable, donc en anglais Variable NAV ou VNAV, qui ressemblent aux fonds existants actuellement sur le marché français, le règlement introduit les fonds à valeur liquidative constante, en anglais Constant NAV ou CNAV, dont la politique d'investissement sera très limitée puisqu'ils devront essentiellement investir en titres souverains. Le règlement introduit également une troisième catégorie hybride, les Low Volatility NAV, donc LVNAV, qui sont à mi-chemin entre les VNAV et les CNAV. Le règlement reprend par ailleurs deux notions qui avaient été introduites par les orientations César de 2010, donc les fonds MMF court terme et ce qui était appelé les fonds MMF tout court, qui deviennent les fonds standards MMF. Donc, en fonction de la classification et des différentes catégories, les exigences introduites par le règlement seront modulées. Donc, à titre d'exemple, dans ce tableau, vous voyez que selon que le fonds soit de court terme ou standard, les exigences en termes de maturité des actifs, de risque de liquidité ou de risque de taux seront sensiblement différentes. Donc, on voit également que un des facteurs très différenciants de ces différents types de fonds seront les modalités de calcul et de valorisation des actifs et des valeurs liquidatives. Donc, vous avez en slide suivant un résumé macro de quelques grandes obligations introduites par le règlement. J'insisterai peut-être simplement sur le renforcement assez significatif des exigences de reporting, que ce soit à destination des régulateurs, mais aussi à destination des investisseurs. Alors, quelques points d'attention particuliers sur ce règlement. Alors, tout d'abord, pour souligner que les fonds CNAV et LVNAV font l'objet d'un encadrement fortement renforcé. En particulier, ils vont devoir calculer de façon quotidienne une valeur liquidative de marché et la publier. Et tout écart entre cette valeur et leur valeur liquidative pourra avoir un certain nombre de conséquences. Ensuite, je voulais mentionner l'introduction d'une notion de valorisation prudente, qui est une nouveauté dont la portée semble difficile à cerner pour l'instant. Donc, ça sera un des sujets au moment de la mise en œuvre, puisque cette notion pose un certain nombre de questions, notamment en termes d'équité de traitement des porteurs. Troisième point d'attention, le règlement ne prévoit pas la possibilité de conserver un certain nombre de structures, notamment les fonds de fonds ou les schémas maîtres nourriciers. Donc, à l'exception des fonds distribués via des régimes d'épargne salariale, on s'attend à un impact marché important sur cette famille de produits. Et enfin, une nouvelle obligation qui fera sans aucun doute l'objet de discussions au moment de la mise en application sera un renforcement des obligations de connaissance du passif. Alors, je vais ensuite dire vraiment deux mots sur OPCVM 5, puisque ce sujet a déjà été évoqué l'année dernière, simplement pour rappeler deux échéances à venir. Donc, s'agissant du volet rémunération, rappelez que les programmes d'activité doivent être mis à jour d'ici la fin du premier trimestre. Ça avait été un souhait de l'AMF pour apporter une sécurité juridique aux acteurs qui se posaient un grand nombre de questions sur les règles de rémunération OPCVM 5. Et ensuite évoquer une deuxième échéance plus lointaine pour les dépositaires qui devront demander une autorisation d'ici le mois de mars 2018, donc qui prendra la forme d'un agrément pour les entreprises d'investissement ou d'une approbation du cahier des charges pour les établissements de crédit ou leurs succursales françaises. Maintenant, je vais évoquer la question de l'utilisation des stress tests donc pour la gestion de portefeuille pour compte de tiers.
Donc ce n'est pas un sujet nouveau dans l'univers réglementaire de la gestion d'actifs, puisque les directives OPCVM4 et AIFM font déjà référence à cet outil, mais c'est un sujet qui a été particulièrement au cœur des discussions internationales en 2016, comme on atteste notamment la publication des recommandations du FSB au mois de janvier, qui inclut une recommandation donc, spécifiquement sur le recours au stress test par les sociétés de gestion. Donc c'est dans ce contexte que l'AMF a souhaité publier un guide pédagogique qui n'a pas vocation à ajouter de nouvelles obligations, mais qui vise plutôt à accompagner les sociétés de gestion dans l'application des dispositions réglementaires existantes. Donc le guide est destiné à la fois aux acteurs de la gestion collective, mais on pense qu'il peut également être utile pour la gestion sous mandat. Alors, le guide commence par rappeler que l'outil stress test est un outil qui s'insère dans la politique globale de gestion des risques et que donc du coup les grands principes de gestion du risque sont applicables au stress test. Le guide énumère ensuite un certain nombre de bonnes pratiques. Je souhaitais revenir sur certaines d'entre elles. Donc, une première bonne pratique qui est particulièrement mise en avant est le fait de mettre en place des stress tests de liquidité conjoints à l'actif et au passif. Donc l'idée est d'avoir à la fois des scénarios qui vont impacter l'actif, mais également qui vont conduire à une hausse des taux de rachat. Donc vous trouverez dans le guide un certain nombre d'exemples pour illustrer différentes façons de procéder à ce type de scénario. Une deuxième bonne pratique importante qui est mise en avant dans le guide est l'importance de la prise en compte des spécificités du passif. Donc l'idée est de dire que même si vous n'avez pas une information exhaustive et complètement granulaire sur le passif, bien entendu, il est néanmoins souvent possible d'utiliser l'information disponible pour faire un certain nombre d'hypothèses de modélisation qui peuvent s'avérer utiles. Et enfin, parmi les autres bonnes pratiques, nous avons avancé l'idée de mettre en place des stress tests agrégés au niveau des sociétés de gestion, en particulier lorsque certains des fonds interviennent sur des marchés dont la capacité est limitée, pour bien évaluer l'adéquation entre la capacité du marché et les hypothèses de cession d'actifs qui sont faites au niveau de l'ensemble des fonds. Nous préconisons une bonne pratique qui est également la mise en place de seuils d'alerte, non pas pour induire mécaniquement des décisions de gestion lors d'un franchissement, mais plutôt dans une logique de s'assurer ex ante de la bonne diffusion d'informations aux bonnes personnes en cas de variation des niveaux de risque. Enfin, dernière bonne pratique qui est évoquée, la mise en place de stress tests adaptés aux différentes étapes de vie des fonds. Donc j'en viens maintenant à la question de la lutte anti-blanchiment et de la prévention du terrorisme. Pour dire quelques mots rapides, rappeler que la 4e directive LCBFT a été adoptée en 2015, qu'elle a fait l'objet d'une ordonnance de transposition au mois de décembre dernier, dont quelques éléments à retenir sont rappelés en slide suivant. Donc tout d'abord, l'élargissement et la clarification du périmètre de la directive en termes d'acteurs et d'activités, avec en particulier des clarifications apportées sur le périmètre des activités des sociétés de gestion qui sont soumises aux obligations LCBFT, l'introduction d'une approche renforcée par les risques qui fait intervenir dans une approche pyramidale la Commission européenne, les États membres et les entités assujetties, la création d'un registre centralisé des bénéficiaires effectifs, l'extension du champ des personnes politiquement exposées et un certain nombre de décisions qui renforcent le pouvoir des autorités compétentes. Un certain nombre de textes restent à prendre dans les prochaines semaines. Je voulais également souligner que l'AMF travaille sur une mise à jour de sa doctrine pour essayer d'illustrer de façon plus concrète un certain nombre d'attentes opérationnelles illustrées à l'aide d'exemples pour clarifier ces attentes et accompagner les acteurs dans leur démarche de mise en conformité LCBFT. Pour finir, une nouvelle initiative réglementaire est en cours au niveau européen. Donc, la Commission européenne a publié une nouvelle proposition à l'été dernier. Je vais maintenant passer la parole à Laure. Merci Philippe. Alors, je vous propose de revenir à des réalités beaucoup plus nationales après ces longs exposés, mais très intéressants sur ces textes européens. Je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de Delphine Charrier-Blestel qui a préparé cette présentation de la loi Sapin 2. Alors Guillaume, je dispose de combien de temps parce que c'est un grand texte pour 10 minutes. Parfait. Alors, cette loi Sapin 2 est une loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique. Alors pourquoi Sapin II? Puisque cette loi intervient 23 ans après une loi de 2013 portée par le ministre Sapin également, relative également à la prévention de la corruption, à la transparence de la vie économique et des procédures, donc c'est un sujet récurrent, et 3 ans après une loi du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique et d'une loi du 6 décembre 2013 relative à la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, qui a notamment institué le parquet national financier. Donc cette loi s'inscrit dans un train législatif important. Elle contient près de 170 articles, dont 18 habilitations du gouvernement à prendre des décisions par ordonnance. Donc rassurez-vous, je ne vais pas présenter tous ces articles, mais simplement me focaliser sur les dispositions qui vous intéressent, vous, en tant que représentant des banques et des sociétés de gestion de portefeuille, qui sont articulées autour de 6 points et articulées autour de deux grands axes. Le premier, donc, la lutte contre la corruption et les comportements abusifs en matière de probité. Et le deuxième axe, évidemment, certaines mesures visent à assurer dans le même temps la compétitivité et l'attractivité de la place. Alors, les 6 grandes mesures que je propose de vous présenter concernent premièrement les mesures visant à lutter contre les manquements à la probité, avec notamment l'instauration d'une agence française anticorruption et des dispositions spécifiques en matière de procédure d'alerte. Deuxième grande série de mesures, les mesures visant à renforcer la régulation financière et notamment à accroître les pouvoirs de l'AMF, particulièrement en matière répressive. J'y reviendrai tout à l'heure. Troisième point, je ne développerai pas ce point, la loi Sapin prévoit la finalisation de la transposition de la directive MIF 2. Vous savez qu'une première ordonnance a été publiée en juin 2016 visant à transposer MIF 2 sur le volet acteur, et une deuxième directive donc, est en cours et finalisée, en cours d'examen bientôt devant le Conseil d'État, qui vise à articuler les pouvoirs des régulateurs et des autorités compétentes pour transposer cette directive MIF 2, et également complétée par une ordonnance visant à articuler les compétences des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille. Donc je ne reviendrai pas sur ce point. Quatrième grande mesure, des mesures visant à protéger les droits des consommateurs, notamment avec des discussions relatives au forex, mais j'y reviendrai aussi. Cinquième série de mesures, des mesures visant à impacter la gestion d'actifs et les titres financiers sur l'attractivité de la place. Et enfin, un dispositif qui vous concerne moins directement, mais très important, qui vise à instaurer le vote obligatoire en matière de rémunération des dirigeants. Alors j'en reviens à la première série de mesures, des mesures visant à lutter contre les manquements à la probité. Et la première sous-mesure vise donc à instaurer une agence française anticorruption qui comprend une commission des sanctions. Donc cette agence va bientôt être installée puisque la loi Sapin vient d'être complétée par un décret du 14 mars 2007 visant à organiser cette agence. Cette agence, c'est un service en fait, à compétence nationale qui est placé auprès du ministre de la Justice et du ministre du Budget et qui sera dirigé par un magistrat et qui a pour grande mission de détecter et de prévenir les atteintes à la probité, notamment en matière de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Alors cette agence remplace le service central de prévention de la corruption existant jusqu'à présent, mis en place en 1993, et elle a 2 grandes missions. Sa première mission vise à élaborer des recommandations relatives donc à la prévention et à la détection des actes de corruption à destination des acteurs publics et économiques. Et deuxième grande mission, elle a pour fonction de contrôler la mise en place de programmes anticorruption dans les grandes entreprises de plus de 500 salariés et bénéficiant d'un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros. Cette obligation pesant à la fois sur les dirigeants de ces sociétés et sur la société elle-même. Il s'agit en fait pour ces sociétés de mettre en place des procédures visant à prévenir et à détecter des actes de corruption au sein de l'entreprise, notamment en mettant en place des codes de bonne conduite, des dispositifs d'alerte interne, une cartographie des risques d'exposition aux risques de corruption, également un dispositif de formation des cadres exposés et un régime disciplinaire de sanctions. Donc toutes ces procédures que doivent mettre en place ces grandes sociétés sont très proches de celles que vous connaissez déjà et qui sont mises en place dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. L'Agence française anticorruption donc, contrôlera le respect de ces mesures et pourra, le cas échéant, prononcer des injonctions recommandant aux sociétés d'adopter des procédures de conformité ou, le cas échéant, d'infliger une sanction pécuniaire
d'un montant maximal d'1 million d'euros pour les personnes morales et 200 000 euros pour les personnes physiques. Troisième série d'obligations dans ces dispositions visant à lutter contre la corruption, après l'Agence française anticorruption, les obligations de mise en œuvre par certaines sociétés, la protection des lanceurs d'alerte. Donc, le législateur de 2016 définit à la fois un cadre général applicable aux lanceurs d'alerte, puis un dispositif spécifique propre à l'AMF et à la CPR. Alors, la loi, pour la première fois, définit le lanceur d'alerte autour de 6 critères. C'est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, soit un crime ou un délit, soit la violation grave et manifeste d'un engagement international ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général dont cette personne a eu personnellement connaissance. Alors, sont exclus de ce champ-là les matières relevant de la défense nationale, du secret médical et des relations entre avocat et son client. Alors, la loi définit de manière très précise une procédure de signalement, met en place des garanties de procédure, notamment autour de la confidentialité de l'identité des auteurs, des personnes visées et de l'information contenue dans l'alerte. Et la loi protège également le lanceur d'alerte en matière de droit du travail. Donc, plus précisément et spécifiquement pour l'AMF et la CPR, la loi prévoit que ces autorités de régulation doivent mettre en place des procédures permettant que leur soit signalé tout manquement aux obligations définies à la fois par les règlements européens, par les dispositions nationales figurant dans le Code monétaire et financier et par le règlement général de l'AMF, dont l'AMF assure la surveillance. Par ailleurs, les entités régulées, donc les banques et les sociétés de gestion, doivent également mettre en place des procédures internes appropriées permettant à leur personnel de signaler tout manquement. Je suppose que vous êtes tous en train de travailler sur ces procédures et que l'AMF, de son côté, a modifié son règlement général en décembre 2016, est déjà en ordre de marche et a mis en place un dispositif ad hoc visant à préciser la désignation des personnes qui sont spécialisées au sein de l'autorité pour recevoir les traitements, pour recevoir les signalements et pour les traiter. Également, il a mis en place des canaux de communication interne, indépendant, autonome et sûr, permettant d'assurer la confidentialité des signalements reçus, et puis un suivi adapté de ces signalements. Elle a pour cela renseigné une rubrique ad hoc sur son site internet que vous pourrez trouver lanceur d'alerte et une adresse mail lanceur-d'alerte@amf-france.org. Dernier point sur ces manquements à la probité, je ne vais pas développer, mais la loi Sapin met en place, ce qui est une nouveauté en droit français, un répertoire numérique qui assure l'information des citoyens sur les relations entre les représentants d'intérêt et les pouvoirs publics, et qui, ce répertoire, sera rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Deuxième série de mesures qui visent à renforcer la régulation financière et l'accroissement des pouvoirs de l'AMF en matière répressive. 5 mesures sont concernées. La première vise à étendre le champ de la composition administrative. L'AMF peut donc désormais proposer une entrée en voie de composition administrative, appelée plus communément transaction, pour l'ensemble des manquements relevant de sa compétence, y compris les abus de marché, et y compris les manquements commis par les infrastructures de marché qui étaient exclus dans la disposition initiale instaurant la composition administrative, donc un champ très large pour cette procédure qui a montré son utilité et son attractivité. Deuxième série de mesures, la loi étend le manquement d'entrave actuellement applicable dans le cadre des enquêtes, elle l'étend au contrôle dans le cadre du déroulement de ces derniers. Troisième série de mesures, la loi, c'est une volonté très forte du Parlement de relever les plafonds de manquement des sanctions pécuniaires. Alors la loi le fait de 2 manières. Premièrement, elle prévoit une hausse du plafond des sanctions pécuniaires pouvant être prononcées à l'encontre de personnes physiques agissant pour le compte d'entités régulées ou placées sous son autorité ou exerçant des fonctions dirigeantes. Elle élève le plafond à 15 millions d'euros. Et par ailleurs, pour les personnes morales, ce plafond est fixé à 100 millions d'euros au décuple du montant. Et la loi ajoute la possibilité de fixer une sanction égale à 15%, avec un plafond de 15% du chiffre d'affaires de la personne morale, ce qui est une reprise des dispositions, des directives, notamment abus de marché. Quatrième série de mesures en matière répressive, la loi fixe des critères de détermination du quantum de la sanction pécuniaire.
qui sont mis à la disposition de la commission des sanctions pour lui permettre de fixer de manière objective et relativement claire le quantum des sanctions. Et enfin, dernière mesure favorable aux personnes sanctionnées, la loi prévoit qu'il est possible pour ces dernières de demander le relèvement de leurs sanctions en cas de sanctions prononçant une interdiction d'exercer une activité ou le retrait définitif d'une carte professionnelle. Il est possible d'être relevé de cette sanction après l'expiration d'un délai de 10 ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État en cours d'examen au Conseil d'État. Quatrième série de mesures, après les mesures relatives à la probité, la régulation financière, les dispositions en matière de protection des consommateurs en matière financière, dont la première mesure a été portée très fortement par l'AMF et est entrée en vigueur immédiatement à la suite de la modification de son règlement général. Il s'agit d'interdire la publicité en France sur les contrats dits Forex, qui sont diffusés par voie électronique, adressés à des clients non professionnels et qui portent sur des contrats financiers qui sont globalement les CFD, les options binaires et les dérivés Forex. Alors, cette disposition contient deux volets. D'une part, elle pose une interdiction à l'égard des prestataires de services d'investissement agréés en France ou agissant en libre prestation de services, et également aux conseillers d'investissement financier. Et le pendant de cette interdiction, elle est également applicable aux intermédiaires intervenant dans le dispositif de la publicité, notamment les diffuseurs et les régies, qui sont susceptibles d'être sanctionnés, eux, par la DGCCRF, alors que les PSI et les CIF le sont par l'AMF. Par ailleurs, la loi interdit les opérations de parrainage et de mécénat en matière de produits financiers risqués. Deuxième mesure visant à protéger les consommateurs, la loi prévoit un contrôle préalable de l'AMF à l'égard des intermédiaires en biens divers, de tous les intermédiaires en biens divers, non seulement les biens divers historiques existants depuis 1986, mais également les biens divers plus récents qui mettent en avant la possibilité d'un rendement financier ou un effet économique similaire. Donc, dans toutes ces hypothèses, l'AMF doit donner un accord préalable à un document destiné à l'information des investisseurs et information utile au public sur l'opération envisagée. Donc l'AMF est en train de modifier son règlement général pour fixer les conditions d'examen de ce document d'information et le contenu de ses principales rubriques, qui sera examiné très prochainement par le collège de l'AMF et publié récemment, complété par une instruction. Avant-dernière série de mesures, et j'ai presque terminé, il s'agit des mesures importantes en matière de gestion d'actifs et de titres financiers. 3 mesures principales, dont la première est très favorable à la compétitivité. Il s'agit de permettre aux investisseurs étrangers d'acheter plus facilement des fonds français. Cette mesure s'inscrit dans la démarche FROG. Elle vise à modifier le régime de l'intermédiaire inscrit. Le législateur a donc prévu d'étendre le dispositif des intermédiaires inscrits aux OPC, aux organismes de placement collectif français, ce qui permettra en pratique, par exemple, à un client américain qui ne sera pas obligé de disposer d'un compte en France pour souscrire à un fonds français. Donc c'est la première mesure qui sera complétée aussi par un premier projet de décret sur l'intermédiaire inscrit. Deuxième grande mesure, la mise en œuvre de mécanismes de plafonnement des rachats appelés GATS dans le cadre des fonds ouverts. Il s'agit de donner la possibilité à ces fonds de plafonner des rachats à titre provisoire et partiel lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et si les intérêts des porteurs ou du public le commandent. Ces dispositions ont été complétées par le règlement général de l'AMF modifié en 2017, en février, et complétées aussi par une instruction et par une doctrine. Enfin, dernière mesure, l'adaptation du droit des titres financiers au blockchain. Ces dispositions seront prises par une ordonnance en cours de préparation. Il s'agit là aussi de permettre la représentation et la circulation des titres non cotés dans le cadre d'une blockchain, c'est-à-dire d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé au lieu et place du registre des actionnaires actuellement existant. Enfin, dernière mesure qui vise à instaurer le régime du vote obligatoire des actionnaires en matière de rémunération des dirigeants. Là aussi, ce dispositif a été complété tout récemment par un décret du 16 mars qui vise à instaurer une politique de vote sur la politique de rémunération, c'est-à-dire sur les critères fixés par la société sur la base desquels les rémunérations sont accordées aux dirigeants, mais également ex post, c'est-à-dire à l'issue du versement.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis désolée pour cette rapidité. Je donne la parole à Guillaume qui complète le volet. Nous retournons sur les sujets européens pour compléter le dispositif sur le droit des actionnaires au plan européen. Je vous remercie de votre attention. On a bientôt terminé. Dernier point, la directive droits des actionnaires. Retour donc dans l'univers européen pour conclure. Je vous le disais en introduction de cette session, nous avons donc ce texte qui vient d'être adopté le 17 mars, qui vise à renforcer les droits des actionnaires, améliorer également l'engagement des investisseurs sur les investissements de long terme et également d'aligner les intérêts des investisseurs avec les administrateurs, les transactions avec les parties liées en particulier, c'est tout ce qui concerne les conventions réglementées. Donc là, on est vraiment dans l'univers du droit des sociétés, mais malgré tout, ça peut avoir un impact et un intérêt pour vous. Juste en quelques minutes, les 5 thèmes principaux de cette directive, c'est d'abord un droit pour les émetteurs d'avoir une identification de leurs actionnaires via un système d'interrogation des intermédiaires ou du dépositaire central. C'est une forme de TPI tel qu'on le connaît aujourd'hui en France. Il y a, et c'est peut-être le point le plus important pour vous, en tout cas pour les gérants qui sont dans cette salle, la nécessité de rendre publique une politique d'engagement et de faire un reporting sur la façon dont cette politique d'engagement, la politique d'engagement, c'est le mot qui est utilisé par la directive européenne, la façon dont cette politique d'engagement, un reporting sur la façon dont cette politique d'engagement a été respectée. Dans cette politique, le gérant dira la façon dont il suit les sociétés dans lesquelles il a investi et se mettra d'accord avec son investisseur pour avoir des échanges sur la façon dont cette politique est mise en œuvre. Nous avons également un encadrement des agences de conseil en vote, vous savez ce que l'on appelle les proxys, qui doivent publier la façon dont ils mettent en œuvre les dispositions des codes de conduite auxquels ils se réfèrent et également qu'ils aient une transparence sur leur méthodologie qui les conduisent à proposer tel ou tel vote en assemblée générale. Comme le disait Laure, le sujet du CNP qui est présent dans la loi Sapin 2 est également présente dans cette directive européenne, avec la nécessité de soumettre désormais au vote des assemblées générales d'actionnaires les politiques de rémunération, mais également en fin de période un rapport sur les rémunérations effectivement versées. Ces votes de l'assemblée générale des actionnaires étant néanmoins uniquement consultatif. Enfin, le contrôle des transactions significatives avec les parties liées, là c'est le régime des conventions réglementées que l'on connaît bien en droit français, avec une obligation de transparence, de rendre public, faire des annonces publiques sur ces conventions, et un rapport d'équité qui doit également être publié par les sociétés qui explique en quoi ces conventions respectent les principes d'équité et en quoi elles sont raisonnables. Et enfin, évidemment, ces conventions sont soumises à l'Assemblée générale des actionnaires. Donc dans l'intégralité de ces cinq thématiques, je pense que la plus importante pour vous est celle relative à la transparence de relations entre les investisseurs institutionnels et les gestionnaires dans la façon dont sont gérés les actifs et la façon dont le gérant participe et suit les sociétés dans lesquelles il investit. La nécessité donc, comme je le disais tout à l'heure, à la fois de mettre en place une politique, mais également d'assurer un échange d'informations avec ces investisseurs. On voulait juste faire ce petit zoom en fin de séance pour que vous ayez bien dans le viseur cette disposition, parce qu'on a évidemment dans le viseur toutes les thématiques et toutes les réglementations purement financières. Là, on est dans le domaine des droits des sociétés, mais il y a un impact certainement pour vos établissements. Voilà, nous en avons terminé. Vous pouvez reprendre une respiration normale. Nous aussi, d'ailleurs. On se retrouve à 11h10, précisément, pour parler des contrôles avec Marc et Nicolas. À tout à l'heure.